Salut à tous, bienvenue dans cet épisode où nous attaquons la dernière partie de notre mini-série sur les bases de l'Arduino. À la fin de cette vidéo, vous aurez alors toutes les bases pour commencer l'Arduino. Mais bien évidemment, c'est en pratiquant qu'on va finir par s'améliorer. Comme on dit souvent, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Bref, passons maintenant à la programmation. Il existe plusieurs langages de programmation. Dans le cas de l'Arduino, nous allons programmer dans un langage qui se rapproche du C, mais qui n'a pas vraiment de nom. C'est un langage qui a été spécialement développé pour l'Arduino, car disons que le C classique est un peu trop cryptique. Là, on aura quelque chose de beaucoup plus simple. Commençons par la structure générale d'un programme. Un programme Arduino se structure en 3 parties. La déclaration et l'initialisation des variables, le setup et le loop. Les variables sont ce qu'il y a de plus important dans un programme. C'est le nom associé à un certain emplacement de la mémoire qui pourrait être utilisé après pour stocker par exemple le résultat d'une opération. La mémoire dont on dispose est en général limitée. Il existe alors différents types de variables et chaque type de variable occupe un certain nombre d'octets. Le but sera donc d'utiliser un type de variable adapté qui optimise l'espace occupé en mémoire. Mais dans les petits programmes, cela n'a pas vraiment d'importance car on ne dépasse quasiment jamais la mémoire disponible sur notre carte. Une variable se déclare de la façon suivante. Type, nom de la variable, égale valeur, point virgule. Sans qu'une valeur ne lui soit affectée, la variable est initialisée à 0. On a parlé des variables, mais il existe aussi ce qu'on appelle des constantes. Comme en maths, les constantes sont associées à une valeur fixe. Elles sont souvent utilisées dans le langage Arduino qui possède certaines constantes prédéfinies telles que true, false, high, low, output, input. Il est également possible de définir nos propres constantes avec l'instruction define. On pourra par exemple associer la valeur suivante, 3,1415, à une constante appelée pi. En général, on écrit les constantes avec les majuscules. Ça permet de faire la distinction entre des variables et des constantes. Après avoir déclaré nos variables et constantes, on passe dans le second bloc, le setup, qui est ce qu'on appelle une fonction. Une fonction est un ensemble d'instructions réunies en une unité logique qui possède un nom évocateur afin d'être appelée comme une instruction ordinaire. Toutes les instructions de ce bloc vont être exécutées une à une. Dans la fonction setup, on va programmer les différentes broches du microcontrôleur. Si on branche un composant sur la broche 8 de notre carte, il faut dire si cette broche est utilisée en entrée ou en sortie, input ou output. Dans le cas d'un capteur, la broche devra être déclarée en entrée car c'est le capteur qui envoie des informations à la carte, tandis que dans le cas d'une LED qui est un actionneur, on devra la déclarer en sortie. Le setup servira également à déclarer une connexion série ou une éventuelle connexion Bluetooth. Le dernier bloc est également une fonction nommée loop. C'est une boucle infinie. C'est elle qui contiendra les tâches que doit effectuer notre programme. C'est-à-dire la logique au moyen de laquelle seront interrogés les capteurs, par exemple donne-moi la température toutes les X secondes, et commander les actionneurs. Allume cette LED ou fais tourner ce moteur. Les instructions se trouvant dans cette boucle vont se répéter jusqu'à la mise hors tension de notre carte Arduino. Mis à part le setup et le loop, l'Arduino possède un grand nombre de fonctions prêtes à être utilisées. La particularité de ces fonctions est qu'elles sont de haut niveau, c'est-à-dire qu'elles permettent de faire une série de choses complexes en un minimum de lignes de code. Ces fonctions masquent alors la complexité de l'Arduino et rendent la programmation accessible à tous. De toutes les fonctions présentes dans l'Arduino, seules 5 sont très utilisées. On vous a dit que le setup servait à programmer les différentes broches de notre microcontrôleur. Pour ce faire, on utilise la fonction pinMode qui permet de spécifier le sens d'utilisation de la broche pin, soit en entrée, soit en sortie, donc input ou output. Avant de présenter les 4 autres fonctions, il faut savoir que l'Arduino possède 2 types de ports. Nous avons d'une part les ports analogiques qui reçoivent ou envoient des signaux qui peuvent prendre n'importe quelle valeur entre 2 extrémas, et cette valeur peut varier au cours du temps. Et d'autre part des ports numériques qui eux ne peuvent prendre que 2 valeurs, 0 ou 1, et aucune valeur intermédiaire. Maintenant que nous savons ça, nous pouvons présenter dans un premier temps les fonctions associées à un port numérique et puis celles associées à un port analogique. Pour commencer, nous avons tout d'abord la fonction digitalWrite qui est associée à un port numérique et qui envoie un 0 ou un 1 sur la broche pin. Il faut savoir que les développeurs ont associé le niveau bas à la constante low que nous avons vu précédemment et le niveau haut à la constante high. Et donc, dans value, on va marquer high ou low. Ensuite, la fonction digitalRead permet de lire le niveau de tension d'une broche numérique. Concernant les ports analogiques, c'est un peu plus compliqué car le microcontrôleur ne traite que des signaux numériques. Les signaux analogiques devront passer par ce qu'on appelle un convertisseur analogique numérique avant d'être pris en charge par le microcontrôleur.
Le convertisseur recevra une tension comprise entre 0 et 5 volts provenant de notre capteur et la transformera en un entier compris entre 0 et 1024. Pourquoi 1024? Car à la sortie du convertisseur, nous aurons un nombre binaire écrit sous 10 bits qui est la résolution de notre capteur. Et vous savez quoi? 2 exposant 10 est égal à 1024. Petit exemple pour mieux comprendre. Imaginons que nous avons une valeur de tension correspondant à 1 volt. La première étape va être de convertir cette valeur en un entier compris entre 0 et 1024. Dans notre cas, 1 volt correspond à 205, si on arrondit à l'entier le plus proche. La dernière étape consistera à convertir 205 en un nombre binaire de 10 bits, c'est-à-dire 000 11 00 11 01. Maintenant que nous avons compris la conversion analogique numérique, intéressons-nous aux fonctions associées au port analogique. La première fonction analog read lit la tension sur la broche analogique et renvoie la valeur lue sous forme de 10 bits comme expliqué précédemment. La seconde fonction analog write génère ce qu'on appelle un train d'impulsion ou un signal PWM, ce qui donne en français la modulation de la largeur d'impulsion. Un signal PWM est un signal logique, valant 0 ou 1, à période constante mais dont le rapport cyclique est défini par l'utilisateur. Ce dernier correspond à la durée d'impulsion du signal à 1 par rapport à cette période fixe. Comment s'utilise alors cette fonction? Il faut tout d'abord être branché sur une broche PWM de la carte. On spécifie ensuite deux paramètres, le numéro de la broche sur laquelle on est, ainsi que le rapport cyclique qui doit être compris entre 0 qui correspond à 0% et 255 qui correspond à 100%. Pour plus de détails concernant le PWM, allez voir la vidéo du et Galerie qui explique très bien la chose. Le lien est dans la description. Arduino possède des fonctions concernant la gestion du temps. Voici 3 exemples intéressants. Pour commencer, nous avons la fonction delay qui permet de mettre notre programme en pause pendant une certaine durée en millisecondes. C'est une fonction très utilisée, donc on va l'utiliser dans 99% des cas. Elle peut par exemple servir à faire clignoter une LED, chose que nous avons faite dans la première vidéo, donc le lien est dans la description. Ensuite, nous avons milli, qui est une fonction très intéressante car elle permet de connaître le temps écoulé en millisecondes depuis le démarrage de notre programme. La variable utilisée dans cette fonction est remise à 0 après 2 exposant 32 millisecondes, ce qui correspond à quasi 50 jours. Et pour finir, nous avons la fonction delay microsecondes qui fait exactement la même chose que delay, sauf qu'ici les temps utilisés sont des microsecondes, ce qui nous permet de faire des choses beaucoup plus précises. Comme n'importe quel langage de programmation, les programmes écrits en langage C d'Arduino possèdent des caractères relatifs à leur syntaxe. Les caractères sont les suivants. Le point virgule marque la fin d'une instruction. Il se place en fin d'une ligne de code. Les accolades permettent de marquer le début et la fin d'un bloc d'instruction. Ces accolades se retrouvent par défaut au niveau du setup et du loop. Mais on pourra en rajouter au niveau du loop lorsqu'on écrira notre code. Le double slash est utilisé pour écrire un commentaire sur une seule ligne ou pour désactiver une ligne de code qu'on vient d'écrire. La ligne de code est présente mais elle est ignorée par le compilateur qui compile notre programme comme si cette ligne de code n'existait pas. Les slash et astérix servent aussi à écrire un commentaire mais cette fois sur plusieurs lignes. Si vous avez besoin de faire des opérations arithmétiques simples, vous avez à votre disposition l'addition, la soustraction, la multiplication, la division et le modulo qui permet de calculer le reste d'une division entière. Vous avez également des opérateurs de comparaison qui ressemblent à leur équivalent mathématique mais qui doivent être écrits sous forme ASCII. Les voici. Égal à, différent de, strictement inférieur à, strictement supérieur à, inférieur ou égal à, supérieur ou égal à et affectation. Vous remarquerez au passage que le symbole d'affectation et d'égalité se ressemblent fortement. Il faut faire attention de ne pas les confondre. Le symbole d'affectation attribue une certaine valeur à une variable, par exemple letpin est égal à 6, et le second compare deux expressions et renvoie vrai, donc 1, ou faux, 0, selon le résultat. Si on a A est égal à 12, ça renvoie 1 si A vaut 12 et 0 si ce n'est pas le cas. Il existe également des opérateurs logiques qui servent à évaluer deux expressions booléennes et renvoient vrai ou faux selon le cas. Nous avons le et, le ou et le non. Exemple, si on a la condition suivante et qu'à un certain moment A vaut 3, alors l'Arduino renvoie un vrai, tandis que si A vaut 11, alors il renvoie un faux. Même principe pour le ou et le non. Il existe également des opérateurs permettant d'abréger l'écriture de certaines opérations arithmétiques. Cela permet d'éviter d'écrire quelques caractères en plus, mais ça rend les programmes plus difficiles à comprendre. Donc ne soyez pas fainéants, écrivez vos opérations en entier.
Sans transition, parlons maintenant de tableau. Un tableau est une structure de données permettant de stocker plusieurs variables de même type. Un tableau peut se déclarer de deux manières différentes, tout dépend si on crée une structure vide ou si on remplit directement les cases de notre tableau avec des valeurs. Dans le premier cas, nous utiliserons l'instruction suivante. Type de variable, nom du tableau et entre crochets la taille. Il faut faire attention qu'en informatique, on compte à partir de 0, donc si on veut créer un tableau de 6 cases, il faut écrire 5. Et dans le second cas, nous écrirons ceci. Type de variable, nom du tableau, des crochets vides est égal, des accolades avec toutes nos valeurs dedans. On accède à un élément du tableau où on lui affecte une valeur en spécifiant le nom du tableau et l'indice de la position voulue. Dans l'exemple 1, on stocke le deuxième élément du tableau tab3 dans la variable x, tandis que dans l'exemple 2, on affecte le chiffre 1 à la première case du tableau tab4. Il est également possible de créer des structures de taille dynamique, on appelle cela des vecteurs. Comme nous l'avons vu au début de cette vidéo, le sketch est composé de deux grandes parties, le setup et le loop. Et nous avons dit que le loop contenait les instructions que le programme devait effectuer. Il peut arriver que ces conditions doivent s'effectuer sous certaines conditions. C'est pour ça que nous avons les instructions de contrôle. Nous avons le if, qui permet d'exécuter un bloc d'instructions en fonction de la condition qui se trouve dans la parenthèse. Si la condition est remplie, les instructions entre crochets sont exécutées. Sinon, elles ne le sont pas. La suivante, if-else, permet d'exécuter un bloc d'instructions si une condition est vérifiée et un autre bloc si ce n'est pas le cas. La boucle for permet d'exécuter un bloc d'instructions un nombre fixe de fois. On repasse dans la boucle tant que la condition est vraie. L'initialisation comprend une variable de contrôle qui est initialisée à une certaine valeur. Cette valeur est ensuite testée à l'aide de la condition. Si elle vérifie la condition, on exécute les instructions et on incrémente ou décrémente la valeur de contrôle, selon que le pas soit positif ou négatif, avant de repasser une nouvelle fois dans la boucle. On répète ainsi le processus jusqu'à ce que la variable ne valide plus la condition. Dans ce cas, on sort de la boucle. On va switcher et ça tombe bien, la fonction suivante c'est le switch. Le switch permet de comparer la valeur d'une variable par rapport à différentes valeurs possibles et exécuter là où les instructions associées s'il y a correspondance. Si jamais on ne trouve pas de correspondance, on exécute une instruction par défaut. L'instruction break permet de sortir du switch dès qu'on trouve une correspondance. Ensuite, nous avons le while, qui est une boucle qui s'exécute tant qu'une certaine condition n'est pas satisfaite. Ça ressemble un peu à la boucle for, mais c'est différent, car dans le cas du for, on sait exactement combien de fois on va rentrer dans la boucle, c'est-à-dire qu'on connaît le nombre d'itérations, alors qu'ici on ne le sait pas du tout. Ça peut être 2, 5, ou même 42, on n'en sait rien. Pour finir, nous avons le do-while, qui est une boucle similaire à la boucle while. La seule différence est qu'ici, la condition est vérifiée en fin de boucle, ce qui signifie que la boucle est exécutée au moins une fois, contrairement au while. Et pour finir, l'Arduino possède ce qu'on appelle des bibliothèques, qui regroupent des fonctions qui sont regroupées afin d'être utilisées dans une application donnée. Nous avons par exemple Liquid Crystal qui permet de gérer l'affichage de l'écran LCD ou encore Servo qui permet de contrôler le servomoteur. Il est également possible de créer nos propres bibliothèques, mais ça c'est une autre histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui met fin à notre mini-série sur les bases de l'Arduino. Nous allons faire un PDF qui regroupe les informations vues dans les 3 derniers épisodes ainsi que certaines informations supplémentaires en bonus. En ce qui concerne la suite de la série sur l'Arduino, nous allons revenir vers un format plus classique dans lequel on vous présente des composants et on va également faire des projets avec ces composants. Si cette vidéo vous a plu et que vous désirez en apprendre plus sur l'Arduino, nous vous invitons à mettre un pouce bleu et à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook, mettez des commentaires et posez vos questions par mail. Sur ce, à très bientôt.